Mon travail commence en 1960 sur les collines de Rungu et de Gikomero, situées à l'est de la capitale Kigali. Ma thèse est divisée en 3 parties. La première partie interroge la création et l'évolution de l'entité communale depuis 1960 jusqu'à 1990. Cette évolution eut des implications sociales et politiques diverses. À Rungu et Gikomero, la transition politique et administrative de 1960 se traduisit par plusieurs moyens des qualités des anciennes élites politiques locales et Tutsi et de les remplacer par les Hutus. En plus, les premières élections communales organisées en juin 1960 illustrent bien la violence qu'engendre l'argument ethnique. Le Hutu organisa anciennement sa propagande contre les Tutsis dans son ensemble. À la veille des votes, plusieurs maîtres de Tutsis furent recensés par les 2 communes, dans les 2 communes. Dans tout le pays, le Parti Hutu, grave vainqueur de ces élections, arriva au pouvoir. Le renversement du pouvoir par le bas, grâce à la conquête des 2 communes, fut fait. Depuis lors, cette entité devait une cheville ouvrière du nouveau régime républicain. Ce rôle fut de plus en plus renforcé dans les décennies qui suivirent. Suite au coup d'État de 1973 et à la prise de pouvoir par Habyarimana, elle devint un véritable canal d'endoctrinement pour le parti unique MRND. La seconde partie de ce travail présente une sociologie des acteurs politiques locaux, à savoir les bourgmestres, leurs collaborateurs et les subalternes depuis 1960 jusqu'à 1994. Elle examine les profils et analyse le degré de leur réalisme au chef de l'État et à la politique qu'il incarnait. Promues sur base ethnique, ces élites politiques locales servirent de relais au gouvernement central pour inculquer la discrimination ethnique à la population. Il est délicat d'en conclure que l'argument ethnique imprégna presque mécaniquement la population. Néanmoins, certaines informations récoltées dans les archives communales de Rungu et de Gikomero permettent d'illustrer une transformation radicale du rapport aux ethnies. D'une part, la commune multiplia les façons de contrôler la prétendue essence ethnique de ses habitants, notamment par de scrupuleuses enquêtes familiales. D'autre part, la commune reçut au cours des années 1980 des requêtes de la part d'habitats Tutsi demandant expressément à pouvoir devenir Hutu et un statut jugé plus avantageux à plusieurs égards. La troisième et dernière partie aborde la période allant de 1990 à 1994, où se superpose la guerre civile, le multipartisme et en 1994, le génocide des Tutsis. Lorsque le Front patriotique rwandais, une armée composée majoritairement d'exilés Tutsis, attaqua le Rwanda en octobre 1990, c'est l'unité du régime et sa définition de la nation rwandaise telle qu'elle avait été conçue aux années 1960 qui fut mise en pratique. Immédiatement, les habitants Tutsis furent assimilés aux attaquants. À Rungu et Gikomero, comme ailleurs dans le pays, les autorités communales furent chargées de contrôler, d'arrêter et, au cas échéant, d'expulser les supposés complices. Les élites communales furent également chargées de concevoir et d'appliquer des mesures de sécurité exceptionnelles auxquelles s'ajoutèrent une promotion de l'autodéfense civile par l'autorité centrale. Cette période fut caractérisée par de nombreux incidents causés par certains militaires de l'armée nationale, la criminalité des civils, les conflits entre les partis politiques
et le problème des déplacés d'organes. Il est curieux de remarquer qu'au lieu de chercher des solutions adéquates à cette crise sociale, les autorités se focalisaient sur la question Tutsi qui semblait totalement fictive. En effet, contrairement à ces problèmes sociaux, les archives communales et préfectorales restent muettes sur une quelconque menace en provenance de Tutsis dits de l'intérieur. À la veille du génocide, les Tutsis étaient fortement stigmatisés tout en partageant avec le reste de la population tous les soucis quotidiens. La construction de grands ensembles de son travail s'est appuyée sur une abondante historiographie portant sur les génocides du XXe siècle et les violences extrêmes. Cette littérature générale a été mise en relation avec l'histoire contemporaine du Rwanda en soulignant la double obsession du régime républicain de mobilisation populaire en termes ethniques et la marginalisation des Tutsis. Plusieurs types de sources ont été mobilisées, notamment pour alimenter ma compréhension à l'échelle locale. Je me suis appuyé sur les archives de communes de Rungedo du Komero, du ministère belge des Affaires étrangères à Bruxelles, celle de la Maison générale CDP Blanc à Rome. Toutes ces travaux et sources sélectionnées d'après mon questionnement de départ m'ont permis de nourrir et d'appréhender mon sujet. L'importance de l'usage des sources produites par les communes de Luongo et de Dukomero, outre étant de ces deux communes, était de trois ordres. Il a d'abord fallu localiser, identifier et trier ces sources inédites ou peu connues. Ensuite, j'ai pu mettre à profit ma propre connaissance des milieux de reproduction et du Kinyarwanda, la langue dans laquelle elles sont principalement écrites, en fait de les interpréter et de les faire dialoguer avec les autres sources dont je disposais. Il me paraissait important d'agir ainsi, puisque dès l'entreprise de cette thèse, les chercheurs qui avaient pu mettre la main sur ce genre de documents étaient encore peu nombreux. Ces 4 années de recherche ont été une occasion d'échanger avec mes collègues sur les aspects culturels et linguistiques spécifiques de l'étude du Rwanda en général et du génocide de Tutsis en particulier. C'est pourquoi ma recherche a été attentive à cet environnement propre dans lequel se sont produits le génocide des Tutsis et ses antécédents. Enfin, ces archives préfectorales ou communales étaient quasi abandonnées. Personne ne s'en occupait. L'exploitation constituait donc une mise en valeur de ces sources et permettait de les porter à la connaissance de la République. C'était aussi un moyen de me joindre aux autres chercheurs qui montrent qu'il est possible d'écrire une histoire régionale et micro-locale du Rwanda en se basant sur des documents d'archives. L'élaboration de ce travail a été une expérience scientifique et humaine enrichissante où j'ai affronté des types de défis. Le premier est d'ordre heuristique et méthodologique. Cet ensemble de sources écrites est riche, mais d'ampleur variable sur les époques, les auteurs et les circonstances de reproduction. Cette diversité m'a posé le problème d'être aussi caractérisée par une grande quantité d'informations dans laquelle les renseignements voulus étaient éparpillés. Cela m'a pris beaucoup de temps de trier, sélectionner les informations fines et leur donner une unité et une cohérence. Les notes retenues ont été complétées par les entretiens et les interviews des personnes et ressources et des témoins. Du point de vue méthodologique, le présent travail couvre plus de 3 décennies. Dès le début de ma recherche, je voyais que cette période l'enfermait des faits et des phénomènes importants à analyser pour proposer une explication complète et globale du génocide des Tutsis à l'échelle de l'étude choisie. Cependant, ces phénomènes présentaient des dissemblances dans les formes. J'ai alors divisé cette trentaine d'années en 3 phases. Cette image m'a permis de distinguer clairement
que la première et la dernière phase, respectivement de 1960 à 1961 et de 1990, couvraient des faits tangibles et avérés qui portaient sur la persécution des Tutsis. Il était à analyser la période intermédiaire des années 1970 à 1990 et de mettre à lumière que durant cette période, les Tutsis ont subi des injustices couvertes par un langage et un cadre normatif subtil. J'ai examiné cette période habile de discrimination des Tutsis afin de comprendre les ruptures et les continuités intervenues dans ce qu'on peut considérer comme le processus qui a conduit au génocide des Tutsis en 1994. Au-delà de cette subdivision chronologique, les faits permanents et transversaux ont été établis des relations et soudés de ces trois périodes analysées. De l'autre côté, j'ai rencontré un défi à la fois intellectuel, moral et affectif à travailler sur des objets détestables, si je reprends l'expression du politologue Paul Zawadzki. Je rejoins son même auteur sur le fait que ces objets suscitent de l'indignation, de la répulsion, de la peur et du dégoût. Il n'est pas aisé d'analyser des objets qui font horreur, de lire des écrits abominables, d'écouter des récits de souffrance et d'examiner des dynamiques de destruction. Il m'arrivait de me demander si c'était normal que je travaille sur un tel sujet. À certains moments, les relations étroites que j'entretiens involontairement avec cet objet d'étude compliquaient encore mon travail. Cependant, c'est la dimension plus universelle que personnelle qui s'est imposée et qui a permis de répondre à ce défi. Pour cette raison, j'ai vu dans ce questionnement les moyens de m'interroger en permanence en vue de proposer un travail strict, exigeant et rigoureux, sans oublier que toute recherche scientifique a ses limites. Pour conclure, la recherche qui a abouti à cette thèse montre que l'histoire du génocide des Tutsis peut être abordée à la fois dans un cadre chronologique étendu et un cadre spatial précis. Les travaux qui expliquent les conséquences des contacts de la société rwandaise avec le monde occidental depuis la fin du XIXe siècle, en incluant les idées raciales qui sous-tendent le génocide des Tutsis, se sont avérés essentiels pour mon travail. En considérant ces synthèses et les monographies chronologiques et thématiques ou locales, il apparaît que l'histoire du génocide des Tutsis laisse un champ de recherche encore vaste. Cette thèse souligne trois temporalités et met un accent sur les éléments qui leur servent de liaison. Elle insiste sur le contexte particulier de décolonisation du Rwanda qui contient encore des pendants à clarifier. Il me semble aussi important d'approfondir les recherches sur les réseaux pour lesquels un pays émancipé a choisi de conserver au début des années 60 jusqu'aux années 1990 les ingrédients d'une société exclusive. Toutes ces questions peuvent être étudiées d'une façon globale ou sous un angle micro-historique. Après avoir démontré la nécessité d'analyser le concours de plusieurs niveaux socio-politiques pour une explication compréhensible du génocide des Tutsis, cette thèse se referme sur de nouvelles perspectives de réflexion. Madame la présidente du jury, messieurs les membres du jury, chers collègues, chers amis, voici les résultats essentiels de ma recherche. Je vous remercie de votre attention. Vous avez respecté le délai qui vous était imparti. Donc, je vais donner la parole tout de suite au professeur Jean-Philippe Schreiber, qui est votre promoteur et qui a suivi, encadré votre travail pendant... Merci Madame la Présidente. L'achèvement d'une thèse de doctorat est toujours un moment particulier. L'impétrant y a mis beaucoup de lui-même. Il a consacré 4 années de sa vie, voire davantage, et il mérite le plus que pour
cet investissement si remarquable, les félicitations du jury. Quelquefois, cependant, ce moment particulier prend une résonance encore plus forte. C'est le cas aujourd'hui, alors que nous allons évaluer les qualités de la thèse de Philibert Gakuenzire, et c'est le cas pour deux motifs, au moins. D'abord parce que les sacrifices consentis par Philibert pour réaliser cette étude sont éloquents. 4 années durant, il a passé plus de la moitié de l'année à courir les bibliothèques et les dépôts d'archives, ici en Belgique, dans le froid d'un automne et d'un hiver auquel il n'était pas accoutumé, dans un pays où il ne connaissait pratiquement personne, alors que sa femme et ses enfants le réclamaient au Rwanda tout autant que ses occupations professionnelles. Ensuite, deuxième motif, parce qu'en dépit de la tragédie de 1994 qui l'a marqué dans sa chair et qui aurait pu ou dû le voir privilégier la mémoire et ses émotions plutôt que l'histoire et sa positivité, Philibert Gakuenzire ne s'est à aucun moment départi de sa ligne de conduite, celle d'être, et on vient de l'entendre encore, celle d'être contre vents et marées un chercheur et un historien avant tout. Mon cher Philibert, si je dois retenir une seule chose de ces 4 années de compagnonnage intellectuel, c'est bien cela, que tu t'es révélé être un historien amoureux de son métier, viscéralement attaché à sa méthode et à ses principes, un artisan du décryptage des sources. Quelle que soit la réception de ton travail, rien ne pourra entacher ce constat. Cette thèse a donc engendré un chercheur rigoureux, honnête, scrupuleux, persévérant et courageux. Et c'est bien là l'essentiel, et je suis heureux que bientôt l'université rwandaise pourra compter sur un homme pétri de telle qualité pour à son tour former d'autres générations d'historiens et de spécialistes des sciences humaines et sociales. Je tiens vraiment à te féliciter pour ça, et aussi pour ton effort de distanciation constant par rapport aux sources et par rapport aux événements, dont on sait que ce sont des événements par lesquels tu as été directement touché, et donc je trouve que c'est vraiment la marque de grande qualité scientifique que je tiens à souligner ici. Et puis je tiens aussi à te remercier parce que, voilà, certains l'ont souligné avant moi, tu es un chercheur d'une grande générosité. Tu peux toujours répondre aux interrogations de collègues qui sont à la recherche d'une information. Tu peux toujours relire les textes. Tu es toujours prêt à relire les textes de gens qui ne sont pas spécialistes du Rwanda, mais qui se piquent d'écrire un texte qui est relatif à ce pays. Tu es toujours prêt aussi à accueillir des étudiants, alors non seulement des étudiants en histoire, mais des étudiants en journalisme qui viennent au Rwanda pour réaliser des travaux, pour les accompagner, pour partager ton savoir avec ces personnes, et aussi pour leur faire partager des moments de convivialité en famille. Et donc voilà, pour tout cela, je tiens à te remercier. Attendu que M. Philibert Gakuenzire, né à Ndera Gasabo, Rwanda, le 30 décembre 1972, a été régulièrement inscrit au rôle de l'université et a suivi les cours et les travaux du programme d'études correspondant. Attendu que les prescriptions quant à la durée des études et aux modalités d'examen ont été observées. Attendu que l'intéressé a présenté une dissertation originale intitulée « Les politiques de discrimination, persécution et génocide des Tutsis en commune de Rubungo et Gikomero 1960-1994 ». Attendu que ces travaux ont été acceptés par le jury, qu'ils ont été défendus par le récipiendaire en séance publique tenue ce mercredi 11 janvier 2017 à l'Université libre de Bruxelles, attendu que le récipiendaire a suivi l'ensemble des épreuves avec succès, conférons à M. Philibert Gakuenzire le grade académique de docteur en histoire, histoire de l'art et archéologie.